Salut à tous, bienvenue dans Régénération Caraïbe, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Alors je vous rassure tout de suite, on va pas faire tout le podcast dans ce style-là. Si vous nous entendez, peut-être que vous voyez que le son n'est pas aussi bon que d'habitude. Et si vous me voyez, je suis pas dans le décor habituel du podcast. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu deux soucis techniques pendant la réalisation du podcast. On a la caméra qui me filmait qui nous a lâché, puis on a les deux micros également dans le début du podcast qu'on n'a rien enregistré. Donc on a accumulé deux erreurs techniques, mais on a quand même décidé de sortir le podcast. Vous verrez, franchement la qualité est très bonne, l'image, on voit que l'invité par contre, c'est un peu en mode Thinkerview. Donc moi je suis caché, je pose des questions et on voit que l'invité. Mais l'image est très belle, le son est très bon, sauf sur les quelques premières minutes, on entend tout, c'est juste que c'est pas un son aussi limpide que d'habitude. Voilà, j'espère que vous nous pardonnerez, je pense qu'on a fait 25 ou 30 épisodes, je sais même plus. On n'a jamais eu de problème technique de ce type-là. Voilà, c'est ce qui fait le charme un petit peu aussi, on est à la maison, on se prend pas la tête. Ok, donc voilà, sans plus tarder, la thématique de l'épisode, c'est la thématique du transport. On l'a jamais traité et c'est un sujet majeur quand même dans la Caraïbe, en Guadeloupe en particulier. Et pour parler de ça, on a invité Gilles Lima, qui est un des acteurs majeurs de cette industrie. C'est le président du groupe STEP. Donc c'est l'entreprise qui se cache derrière les bus Caroulis, les bus orange que vous voyez un petit peu partout si vous êtes venu sur l'île. C'est lui qui a tout structuré en fait, la technique derrière ça. Il a créé, on peut dire, un empire quand même en très peu d'années. Donc au niveau entrepreneuriat, c'est quelqu'un de très inspirant. Si l'entrepreneuriat vous intéresse, cet épisode doit vous intéresser. Savoir comment il a réussi à monter son groupe. Et puis évidemment, ceux qui s'intéressent au transport et tout ce qui se passe en arrière-décor, comment les transports sont planifiés sur un territoire, qu'est-ce qui fait que ça avance vite ou pas. Ça va vous intéresser aussi. Gilles Lima est quelqu'un de très inspirant et il est très axé innovation et on verra comment est-ce qu'il intègre ces innovations également dans son métier. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse sans plus tarder replonger dans l'univers plus habituel du podcast. Et je vous dis à tout de suite. Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinées. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer vous aussi à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbe. Bonjour Gilles. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors, gros sujet que les transports. Peut-être avant de rentrer dans le vif, pour que les spectateurs, les auditeurs puissent comprendre. Est-ce que tu peux nous présenter ton groupe en quelques chiffres et quelques grandes lignes? Oui, alors en quelques chiffres, aujourd'hui le groupe STEP dans sa totalité, c'est 35 millions de chiffre d'affaires, à peu près 280 salariés et environ moins de 6 millions de kilomètres réalisés sur les différents réseaux que l'on traite de près ou de loin, enfin, directement ou indirectement. D'accord. Quand tu parles de réseau, donc il y a du réseau routier. Alors oui, donc il y a des réseaux routiers essentiellement qui sont scindés entre leurs réseaux urbains, les réseaux urbains et les réseaux interurbains. Donc pour faire simple, les réseaux urbains, c'est des réseaux qui sont exploités sur des communautés d'agglos et les réseaux interurbains, comment dirais-je, desservent les différents réseaux urbains sur son passage. Et donc, chez nous spécifiquement, on a des réseaux urbains au niveau de la communauté d'agglo du Nord Grande Terre, de la communauté d'agglo du Nord Basse Terre, de la CAGSC. Et si je ne me trompe pas, le reste est sur le territoire du syndicat mixte transport du Petit Île de Sacmar. D'accord, donc c'est quasiment la totalité du territoire. C'est la totalité du territoire. Et je pense avoir oublié également la communauté des communes Mayotte, qui elle aussi est au milieu et c'est sur laquelle il y a un transport urbain. D'accord, ok. Donc les transports urbains, c'est pas mal, finalement, en ce moment. Alors la STEP aujourd'hui, de manière directe ou indirecte, intervient essentiellement sur le territoire de la Grande Terre.
Donc, on est sur le réseau du syndicat mixte transport. On exploite en partenariat le réseau urbain du Moule avec la TUNGT. Et on a en charge l'exploitation du réseau interurbain régional, donc de Saint-François et Anse-Bertrand vers Pointe-à-Pitre en passant par Mornay. Donc c'est essentiellement là où aujourd'hui on exploite de manière directe ou indirecte. Ok, super. Et en plus de ça, tu as des liaisons maritimes maintenant. Oui, depuis 1 an, on a mis en place une desserte maritime sur Trois-Rivières-les-Saintes. Ouais. On envisage avant la fin de l'année de pouvoir mettre en place une desserte entre Bouillante et les Saintes. Et en début d'année, on a pour projet de faire une desserte entre Pointe-à-Pitre et Saint-Louis-Magante. D'accord. Donc voilà, c'est des projets qui sont déjà en cours. Et pour nous, ça paraît une absolue nécessité puisque on est confronté à des problèmes d'embouteillage comme dans bien d'autres contrées, avec la difficulté qu'on est sur un territoire très exigu et que malheureusement ou heureusement, on ne pourra plus faire des routes à l'infini. Et donc, il nous appartient de trouver des solutions alternatives aux solutions d'aujourd'hui. Et on est convaincu que le maritime en fait partie. D'accord. Excellent. On va revenir à ces solutions techniques après. J'aimerais qu'on passe un petit peu à travers ton parcours parce que je t'avoue que je pense que je ne suis pas le seul à être impressionné en tout cas par la grosseur du groupe. En peu d'années en plus, vous êtes quand même assez... c'est assez... Oui. Une dizaine, quinzaine d'années, non? Oui, une quinzaine d'années, on va dire. On va dire en fait une quinzaine d'années globalement. Mais j'ai un parcours assez classique en fait. J'ai poursuivi mes études. Alors j'ai fait un bac de comptabilité de gestion. D'accord. Ensuite, ici en Guadeloupe. Ici en Guadeloupe, oui, tout à fait. Ensuite, j'ai commencé une année de formation toujours en comptabilité en métropole. J'ai dû revenir parce que entre-temps j'avais perdu mon père et que ça ne me convenait pas de rester là-bas pendant cette période-là. Donc je suis rentré. Là, j'ai préparé dans une entreprise, dans une école privée, un BTS. Ensuite, j'ai intégré un cabinet d'expertise comptable pendant 2 ans, je pense. Ensuite, j'ai été travailler dans une entreprise déjà de transport et touristique qui s'appelait Georges Maillat Voyage pendant 1 an ou 2. Et ensuite, j'ai intégré la société Compagnie Guadeloupéenne de transport scolaire, qui était une entreprise de transport et qui faisait essentiellement du transport scolaire. J'y suis resté quasiment jusqu'en 2009, donc presque à peu près 18 ans, je pense. Et puis, déjà à l'époque, il y avait un certain nombre de difficultés sur le prix des transports scolaires, et ça ne s'est pas amélioré depuis. Et donc, j'ai fait le choix, en concertation d'ailleurs avec mon employeur, de quitter l'entreprise. Et donc, je suis parti à Lyon pendant une année où je me suis formé dans le cadre d'un master d'ITUR, donc transports régionaux et urbains de personnes. Ça a duré une année. Et puis, je suis revenu pour mettre en œuvre le réseau du syndicat mixte transport du Petit Cul-de-Sac. Donc, tu es parti en te disant que tu allais monter ton entreprise derrière. Oui, en fait, j'ai même monté l'entreprise avant de partir. Ok. Parce qu'en fait, les choses se sont un peu bousculées, c'est-à-dire que le syndicat mixte, lui, était en train de se mettre en œuvre. Ouais. Et à l'époque, j'exploitais déjà des lignes du réseau qu'on appelait à l'époque Bémao-Lamentin. Ouais. Et donc, les nouvelles législations commençaient à arriver. Et donc, je savais en tout cas vers quoi est-ce qu'on allait se diriger. Et donc, il a fallu que je puisse anticiper toutes les nouvelles réglementations qui arrivaient et qui commençaient en fait à faire en sorte qu'on regroupe les communautés ou les communes et que surtout on commence à voir la mobilité sur les territoires plus larges que les simples communes ou simples communautés de communes. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis parti me former, puisque j'avais compris en gros quel aurait été le futur de la mobilité dès ce moment-là. Ok, donc tu as anticipé les changements réglementaires et où est-ce qu'on s'en allait Absolument. Alors il faut savoir, ça peut paraître un peu surprenant, que j'ai été pendant de très nombreuses années secrétaire général de la CRTG, donc la Chambre régionale des transporteurs guadeloupéens. Et à ce titre-là, on était à fond dans l'étude des textes relatifs à la mobilité. Ouais. Et donc c'est ce qui m'a permis en fait d'anticiper et de savoir ce qui allait se passer.
D'accord. Et donc là, par contre, tu t'es dit, je tente le coup. Oui, je pense qu'en fait, au-delà de tenter le coup, je pense qu'on était dans une espèce de maquis. Personne ne savait exactement ce qu'il fallait, et je pense que ma voix n'aurait pas porté si je venais en disant voilà ce que je pense, voilà comment il faut y aller. Ouais. Donc je pense que cette formation-là a eu le mérite essentiel de donner du crédit à la manière dont je voyais les choses. Donc je pense que ça a été très 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 utile. Mais enfin, sur le plan technique, j'ai appris énormément de choses, c'est certain. Mais ça crédibilisait en fait mon discours et mon ambition. Ouais, ok, d'accord. Donc tu t'es formé, tu es revenu, et là finalement tu as remporté l'appel d'offres du SMT. Qu'est-ce qui a lancé? Oui, alors ça a été un petit peu plus compliqué que ça, puisque le SMT lui-même a pris un certain temps avant de lancer l'appel d'offres, donc pendant presque 3 ou 4 ans, peut-être même un peu plus d'ailleurs. J'ai continué à exploiter les anciennes lignes de transport interurbain lancées par le département à l'époque, parce que c'est le département qui était compétent. Ça n'a pas été très simple, puisqu'il s'agit de faire du transport à risque et péril, c'est-à-dire sans aucune compensation d'aucune collectivité. Donc ça a été une période très très longue. C'est-à-dire que tu collectais l'argent directement des gens? C'est ça, mais uniquement, quasiment uniquement. Le SMT m'aidait, mais dans la mesure des contrats qui avaient été réalisés à l'époque et qui n'étaient pas prévus pour ça, puisque les contrats initiaux émis par le département, en fait, ne prévoyaient aucune rémunération du transporteur. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été un fiasco. Puisque bon, ils avaient fait toute une réorganisation en essayant de regrouper les transporteurs. Ça, c'était le plus facile. Ensuite, faire exploiter les réseaux en question. Toutes les entreprises ont été liquidées les unes après les autres parce que économiquement, c'est pas envisageable de faire du transport qu'avec les recettes des usagers. D'accord. Donc là, ils nous ont quand même aidés, mais de manière assez limitée, puisque les contrats ne permettaient pas vraiment de faire beaucoup plus. Et donc, c'est en 2015 qu'ils ont lancé l'appel d'offres. On y a travaillé pendant quasiment toute une année en termes de négociation. Et l'attribution s'est faite de mémoire le 30 décembre 2016 pour une mise en application au 1er février 2017. D'accord. Et ça, c'est quand même. Oui, il va y avoir beaucoup de concurrence là-dessus sur un appel d'offres comme ça. Ben non, je pense qu'au contraire, ça a été la chance et aujourd'hui un peu le danger, c'est que à l'époque, le transport était quasiment inexistant, tout était à faire, il n'y avait pas de plan de réseau, il n'y avait absolument rien. Et donc je pense que quand l'appel d'offres est sorti, je pense que pour les personnes potentiellement intéressées, c'était trop flou, trop inimaginable, Trop risqué. Ouais. Trop risqué. Et puis il y avait aussi un gros problème à l'époque, c'est que il y avait beaucoup de transporteurs qui avaient refusé cette évolution de la mobilité et du transport. Ouais. Donc ils continuaient encore à faire du transport de manière non déclarée, en tout cas non conforme, non légale. Avec les pouvoirs publics qui avaient très peu de moyens d'intervenir. Et donc, c'était une situation, à mon avis, trop complexe pour attirer des personnes sur ce terrain-là. Et donc, la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en fait, aujourd'hui, après 8 ans, ben, tout ce travail a été fait. Aujourd'hui, je pense sans prétention que on n'a pas origine de notre réseau par rapport à d'autres réseaux métropolitains. Et donc là, je pense qu'effectivement, ça pourra intéresser plus de monde. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, tout le travail de création des lignes, de numérisation, de sites internet, de réservation, de ticketage, etc., c'est vous qui l'avez amené? Absolument. C'est ça. Absolument. Absolument. Enfin, au tout départ, personnellement, moi, j'ai pris ma voiture, ouais. Je suis allé relever les points d'arrêt, calculer les kilomètres. Enfin, on est parti de zéro. Aujourd'hui, c'est assez impressionnant qu'on revoit comme ça, mais ça a été vraiment d'une feuille blanche. Ouais, okay. Et ça, c'est la formation que tu avais faite à Paris, entre autres? C'est la formation que j'ai faite à Paris, oui, qui m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. Et puis, j'ai aussi tablé sur les compétences de consultant. C'était important puisque répondre à un appel d'offres comme ça sans savoir exactement qu'est-ce qu'on attendait de nous, et on était quand même, même si moi j'avais été formé, j'avais une équipe formidable que j'ai encore d'ailleurs, mais c'était un dossier qui était relativement important pour nous, quoi. Donc on s'est fait aider par des consultants plutôt compétents, et donc voilà, c'est ça qui nous a permis de tenir le cap et de mettre en œuvre pas mal de choses. D'accord.
Mais donc, ouais, c'était pas. Donc, parce que remporter l'appel d'offres, c'est une chose. Après, Mais mettre en œuvre, c'est la autre chose. chose. Absolument. C'était quoi les plus gros défis, en fait, le plus gros défi auquel vous avez dû faire face pour réussir à le mettre en œuvre? Oh, il y en a eu plusieurs, hein. Mais de basique jusqu'à des plus compliqués. Alors, de basique, je disais tout à l'heure qu'on exploitait les lignes interurbaines du département. À l'époque, chaque transporteur avait son véhicule et son véhicule restait chez lui. Ouais. Et donc, déjà, commencer à dire à tout le monde, écoutez, il va falloir que les véhicules rentrent au dépôt pour plusieurs raisons. Ça a été hyper compliqué. Ensuite, faire prendre conscience aux gens, aux usagers pour le coup, qu'ils avaient l'habitude de voir passer une personne sur un véhicule. Et au début, on a eu des anecdotes du genre, le véhicule n'est pas passé. Et en fait, le véhicule est passé, sauf que c'était pas le bon conducteur, c'était pas. Et donc, du coup, voilà. Donc, on a eu pas mal de petites histoires comme ça. Et c'est là où le temps a été nécessaire parce qu'il a fallu du temps pour, comment dirais-je, changer un peu le câblage et le fonctionnement. Ouais, okay. Donc, ça a été compliqué. Bon, au début, quand on disait au syndicat mixte qu'il fallait mettre des jouets parce que les gens se seraient perdus, eux ne voyaient pas forcément l'intérêt. Enfin, on a eu à faire face à pas mal de petites anecdotes de ce genre. Mais après, une fois que ça s'est mis en place, ça a été très 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 vite. Et donc aujourd'hui, le degré d'exigence des usagers est nettement supérieur à ce qu'il était à l'époque. Parce que c'est vrai que quand on a commencé, il y avait notamment des élus qui estimaient qu'on avait des véhicules moyenâgeux. Et eux, ils étaient focalisés sur les véhicules qu'on avait, alors que les gens, en fait, ça les intéressait peu. Ce qui les intéressait, c'est qu'il y ait la fréquence, que les véhicules soient là, le plus à l'heure possible. Alors évidemment, après, avoir des véhicules plus performants, plus confortables, c'est un plus. Mais à la base, notre métier, c'est de mettre des véhicules à disposition pour que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Ouais, complètement. Ouais. C'est vrai que les attentes, vous êtes au plus près des utilisateurs. Et les débuts, lui, il veut voir un beau bus. Oui, c'est vrai que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais effectivement, nous, et puis c'est ce qui me plaît énormément dans ce que je fais, c'est que au fur et à mesure, on se rend compte à quel point le transport est essentiel dans notre quotidien. Aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui vont se faire dialyser en passant par notre réseau. Ah ouais. C'est beaucoup plus simple pour eux aujourd'hui qu'avant. Avant, ils se faisaient trimballer dans des VSL pendant des heures, etc. Quand ils ont fini, les VSL ne sont pas forcément là. Et donc, c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'on rend un service, mais plus qu'utile. Et ça, c'est super passionnant. Et ça aide à se lever chaque matin en se disant qu'on contribue à quelque chose. Et bon, je prends cet exemple-là, mais il y en a de multiples. Je ne parle même pas des problématiques liées aux chômeurs, etc., qui n'ont pas encore abouti. Mais globalement, notre idée à nous, c'est de mettre une meilleure mobilité pour un meilleur développement de chacun, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui motive la tête et les équipes. C'est vraiment ce qu'on a à cœur de mettre en place, avec évidemment l'aide des collectivités, puisque eux aussi, ils ont le même objectif. La différence, c'est que eux, ils sont dans des, entre guillemets, caractères administratifs, alors que nous, sur le terrain, on a en quotidien besoin de répondre à certaines préoccupations. Et je pense qu'en travaillant à deux, en convergeant vers ça, c'est l'usager qui gagne, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, là, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, parce que, bon, effectivement, il y a eu cet appel d'offres du SMT, mais j'imagine qu'ensuite, pour monter à un groupe comme ça, avec plusieurs entreprises et ce chiffre d'affaires de 35 millions, il y a eu d'autres étapes. Le fait que tu aies cette mission forte, est-ce que tu penses que ça t'a aidé ou comment est-ce que ça s'est... Oui, clairement, ça m'a aidé. Ouais. Alors oui, concernant le groupe, il faut quand même que j'en dise un mot. En réalité, quand j'ai eu le marché, donc en 2017, j'avais un certain nombre de contraintes dans le marché en question. Et j'ai essayé de me retourner auprès de prestataires locaux ou de personnes qui pourraient m'aider. Évidemment, ça a effrayé un peu tout le monde. Et en fait, je ne trouvais pas vraiment ce que je cherchais. Ouais. Donc, l'exemple le plus flagrant, c'est celui des contrôleurs. Donc, on a une entreprise spécifiquement pour faire des contrôles dans les véhicules, les contrôles usagers notamment. Et à l'époque, le département avait formé des entreprises de sécurité pour faire du contrôle dans les bus. Donc, j'ai essayé de contacter 2-3 entreprises de sécurité. Personne n'y a cru, personne n'a voulu venir. Et donc, du coup, j'ai dû, moi, monter cette boîte de contrôle
Et j'ai envie de dire, il y en a 4 ou 5 comme ça. C'est juste le manque de prestataires locaux et d'accords au projet qui ont fait que j'ai dû faire moi-même. Pareil pour la maintenance. Au départ, on maintenait nous-mêmes nos véhicules. Ensuite, le SMT a donc fait l'acquisition des véhicules Liez qui sont sur le réseau actuellement. Et donc, on avait un prestataire dont on n'était pas très satisfait, nous, puisque parfois les véhicules étaient immobilisés pour peu de choses, alors que nous, on savait qu'en très peu de temps, on pouvait au moins sur 2 immobiliser, en faire tourner un. Et donc, au fur et à mesure, on a éprouvé le besoin de maîtriser la maintenance de nos véhicules. Donc, c'est ainsi qu'on a créé notamment l'entreprise qui s'appelle Bus Maintenance, qui aujourd'hui est concessionnaire Iveco, Iveco Bus. Et donc, toutes les autres activités, en fait, qui sont connexes, ont été créées pour répondre aux besoins de ce marché-là, en sachant que ce marché-là, ensuite, s'est étendu sur la Carle, donc sur Sainte-Anne-Saint-François. Et donc, plus on s'étendait, et plus c'était légitime d'avoir des entreprises périphériques qui nous aident à remplir notre mission première, qui est la mobilité. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est un peu... tu as grandi de façon horizontale, quoi. À chaque fois, tu as créé... C'est ça. Mais c'est pour ça que, globalement, le groupe, c'est la mobilité, même s'il y a des activités qui n'ont rien à voir. On a une entreprise qui s'appelle Transtruck Data, qui est essentiellement en charge de la maintenance et de la pose du matériel embarqué, donc tout ce qui est billettique, tout ce qui est information voyageur. Et là, c'est pareil, en fait. Il était important pour nous, à partir du moment qu'on commençait à avoir plusieurs réseaux, à avoir une structure qui, non seulement mettait en place des choses, en plus récupérer la donnée. Et ça, c'est hyper important en termes de mobilité, puisque ça nous permet de savoir où sont les gens, quels sont leurs besoins, quels sont leurs axes de déplacement. Et donc, c'est hyper important. Et en fait, on n'aurait jamais, en tout cas, je n'ai pas trouvé de prestataire capable de m'offrir ça. Mais quand même, c'est dingue que tu as réussi à créer toutes ces sociétés. C'est quand même des métiers qui sont super variables, enfin, différents entre un réparateur, Translog Data, comment tu as fait ça? Écoute, je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse à la question. Je pense que je m'intéresse à beaucoup de choses, à beaucoup de choses. Et puis, je crois que dès le départ, tout ça a été considéré un peu comme un projet un peu fou. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir d'autres fous qui ont adhéré au projet. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs excellents, vraiment pas les meilleurs, mais qui en veulent, qui ont vraiment la volonté de développer des choses. Et donc, ça me met parfois en risque, parce qu'effectivement, je ne maîtrise pas forcément tout. Mais en tout cas, ça tourne. Et je crois que beaucoup de collaborateurs sont très fiers de faire partie de la galaxie STEP, parce qu'on sait pourquoi on le fait, en fait. Toutes les entreprises sont au service de la mobilité, et on sait quels sont les enjeux. On sait comment c'est important dans la vie des gens. Je prenais l'exemple tout à l'heure des dialysés. J'ai l'exemple d'une personne âgée qui... assez régulièrement, prend le bus, arrive au terminus et reprend le bus dans l'autre sens pour rentrer chez elle, sans avoir rien à faire à Pointe-à-Pitre. Mais c'est un outil de socialisation. Et on n'a pas idée de l'intérêt, en fait, pour ceux qui sont en voiture en permanence et qui ont leur véhicule. On est très loin des réalités, mais il y a un vrai besoin de mobilité. Et c'est essentiel pour le travail, pour le loisir. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a vendu ça, je crois que tout le monde contribue, essaie de porter sa pierre à l'édifice, chacun à son niveau. Et donc, ça donne ça, en fait. Je n'ai pas vraiment de réponse. Honnêtement, je n'étais pas parti en me disant je vais créer un groupe avec la société. Et je pense qu'au fur et à mesure que les besoins se créent, au fur et à mesure, on se dit, mais là, il y a matière à travailler. Et c'est le même principe, d'ailleurs, qui nous anime pour le maritime. J'en ai parlé tout à l'heure, on va encore reparler tout à l'heure, mais globalement... l'idée, c'est on a des côtes qui sont exploitables, en tout cas plus ou moins, il y en a certaines qui sont un peu moins. Et comment aujourd'hui se passer des embouteillages entre Saint-François et Pointe-à-Pitre, entre Sainte-Rose et Pointe-à-Pitre ou Bémao, enfin, on a des solutions et il faut penser à les mettre en œuvre, parce que de toute façon, plus ça va aller, plus les embouteillages vont être énormes. On ne pourra pas faire de tram sur l'ensemble du territoire. Je ne suis même pas convaincu d'ailleurs que les emprises foncières aient été laissées pour qu'on puisse envisager ce type de solution.
Et donc, de notre point de vue, en tout cas, la mobilité maritime offre une vraie alternative. Ouais, mais ça, effectivement, on va en reparler, c'est intéressant en termes d'innovation Là, tu parles de tous tes collaborateurs, en fait, et c'est vrai que moi, je peux en témoigner, j'en connais pas 30 000, mais ceux que je connais qui bossent chez Step, tout le monde a l'air content, d'être dans une bonne énergie. Alors, peut-être pas tous, hein, j'imagine. Non, il y a toujours globalement des gens qui ne sont pas contents, mais je pense qu'en tout cas, majoritairement, quand on va travailler et qu'on sait que ce qu'on fait est utile, on y va quand même avec un peu plus de punch. Ouais. Donc, oui, je pense que globalement, il y en a qui se plaignent, il y en aura toujours. On essaie évidemment de ramener le maximum de personnes, mais je crois que c'est effectivement un projet très beau et qui est très vendeur, quoi. Donc, oui, on a une équipe moi, j'ai des équipes qui sont mobilisées, des personnes qui en veulent. Et c'est extraordinaire. Et ça aussi, ça aide beaucoup à se projeter, Ouais. à se lancer des défis. Oui, à se dire qu'on peut faire des choses nouvelles, ouais. Ok. C'est intéressant. À ce propos-là, du coup, vous avez une politique RSE qui se met en place ou qui est déjà mise en place? Oui. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments dont on parlait tout à l'heure. À la base, moi, je suis arrivé à la RSE non pas par l'entrée environnement comme beaucoup, mais plutôt par l'entrée sociale. Sociale, ouais. On avait, et on a encore d'ailleurs dans l'entreprise, un certain nombre d'antagonismes qui sont, à mon avis, assez historiques dans les entreprises locales. Et donc, l'idée, c'était en parallèle les institutions obligatoires, trouver des moyens de dialoguer, de faire remonter les informations. Et donc, on a commencé à mettre en place donc, une politique RSE qui, évidemment, ensuite s'est déclinée sur les aspects environnementaux. Mais à la base, c'était vraiment comment donner la parole à ceux qui ont des personnes qui sont là pour les représenter, qui ne les représentent pas forcément, en tout cas qui ne portent pas la voix comme eux, ils voudraient la porter. Ça a été une expérience extraordinaire parce qu'on a découvert des pépites parmi nos conducteurs notamment, mais même dans l'ensemble du personnel, des personnes qui étaient là, qui ne payaient pas de mine, mais qui avaient des idées excellentes et qui ont vraiment joué le jeu, qui ont apporté qui ont contribué. On a mis en place des ateliers sur la culture d'entreprise. Et évidemment, une fois de plus, tous n'ont pas participé. Ceux qui sont syndiqués n'ont pas compris qu'en fait, ce n'était pas une question de syndicat, que c'était juste d'ouvrir le dialogue. Mais globalement, ça a été très utile. Et là encore, je pense que ça contribue encore davantage à montrer aux gens que, ok, c'est pas facile, on n'est pas toujours d'accord, mais on a un objectif qui sublime un peu tout ça, quoi. L'objectif, c'est de se mettre au service des personnes qui en ont besoin. Et ça a vraiment, vraiment bien marché. En tout cas, je trouve ça vraiment bien. Alors, ça n'exclut pas les problèmes. On a toujours, évidemment, des discussions assez houleuses parfois sur le plan social, mais au moins, on arrive à expliquer qu'il y a un ensemble et que c'est pas magique. Il n'y a pas un petit work-out où on prend de l'argent pour en donner à tout le monde. Ça, j'aurais bien voulu le faire. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense que plus on échange et plus on a une vision un peu plus précise, et ça évite des conflits inutiles, autant que faire se peut. Donc voilà, moi, je suis très, très favorable à ça. Alors, ça a été assez dynamique au départ parce qu'on avait commencé avec la stack. Quand on a commencé à véritablement structurer le groupe en groupe, il a fallu donc essayer de remettre les choses à l'ensemble du groupe. Ça, c'était déjà un peu moins évident. Et puis, entre-temps, la personne qui était là nous a quittés. Donc là, on a recruté quelqu'un d'autre. Et on espère pouvoir décliner au niveau du groupe toutes les actions qui ont été menées sur la stack. Sur la stack. Celle qui gère le réseau du petit cul-de-sac marin. Ok, super. Comment vous avez fait pour le mettre en place? Ça, pareil, tu l'as internalisé, tu as embauché quelqu'un qui s'y connaissait pour le faire ou tu as pris un cabinet pour vous accompagner? Alors là encore, il n'y a que moi qui puisse faire ce genre de truc, mais j'ai embauché quelqu'un qui n'avait pas la compétence à la base, mais qui par contre avait la volonté. Ouais, et la tête bien faite. Et donc qui s'est formé, et je pense qu'une fois de plus, c'est bien d'avoir des gens techniquement très compétents, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que des gens motivés. Ouais. Et donc, elle s'est formée en visio en plus. Et donc, honnêtement, je pense qu'elle était vraiment à fond dedans. Elle y croyait vraiment. Donc, ça a marché du tonnerre. J'ai été assez impressionné d'ailleurs, puisqu'en plus, c'était une métropolitaine. Et donc, dans les échanges avec tout ce qu'il y avait à faire, c'était pas gagné, puisque, parfois, il y a des subtilités qui sont
pas forcément maîtrisé. Et puis, en face, il y a quand même des gens qui sont plutôt méfiants. Donc, voilà, ça a été vraiment quelque chose de plutôt pas mal réussi, franchement. Et ça me conforte dans l'idée que, certes, il faut de la compétence, mais la compétence, c'est pas tout. Ouais. Pour qu'une équipe gagne, il faut qu'il y ait un minimum de volonté d'aller dans un objectif commun. Ouais, ok, c'est intéressant. Et puis là-dessus, je pense que sur des thématiques qui demandent tellement comme ça d'interaction avec les gens en interne, comprendre, être au front un peu entre guillemets, prendre quelqu'un en interne, je pense que c'est une bonne option. Parce qu'un consultant, finalement, il va te dire fais ci, fais ça, mais après, il faut le faire quand même, quoi. C'est ça. Non, mais ça, c'était même pas une option pour moi. Ouais, ok. L'idée, c'était comment dirais-je, de recevoir le dialogue, de donner la parole aux gens qui en voulaient. Et donc, il fallait que ce soit plus profond que quelqu'un d'extérieur qui vienne. Même si techniquement, il aurait été bon, il aurait peut-être été même meilleur que nous. Mais comme je disais en préambule, mon objectif, c'était surtout de débloquer des situations de non-dialogue. Et donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui comprenne ça et qui mouille la chemise, quoi, qui aille voir les gens, qui anime les ateliers. Donc voilà, non, je ne pense pas qu'un consultant aurait pu nous aider. Alors, on a été un peu aidé par le cabinet HumanSlink, mais c'était pour le cadrage, quoi. Mais le quotidien, c'est franchement l'implémentation, qui avons mis en place des choses. Ok, très bien. Alors du coup, ça me fait bifurquer justement sur le volet environnemental, puisque, alors on en parlait tout à l'heure, vous allez signer bientôt une convention. Alors c'est un engagement en fait avec la DEAL et l'ADEME sur un plan de réduction de vos émissions carbone. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir en préalable, c'est qu'on n'a pas attendu la signature du document en question. Bien sûr, j'imagine. Il y a déjà quelques années qu'on travaille avec une entreprise qui s'appelle ProTAP2, qui met, alors il ne sera pas content de m'entendre dire que c'est un additif, mais en tout cas, on met un produit dans le carburant et on réduit encore drastiquement nos émissions de CO2. Donc ça a été, comment dirais-je, prouvé par huissier. Enfin, il y a plein de études TUV qui ont donné leur aval, etc. Donc c'est une préoccupation qu'on a depuis très très longtemps. On a quasiment que des véhicules Euro 6, donc on était déjà à un niveau minimal européen. On a ce produit-là qu'on met qui est aujourd'hui, comment dirais-je, validé par les constructeurs. Il a commencé par Iveco. Donc voilà, on avait ce souci-là, et donc il y a longtemps déjà qu'on a anticipé tout ça. La difficulté que j'avais avant de mettre en place la démarche CO2, c'était que pour moi, il fallait commencer la démarche en ayant un minimum d'informations, de façon à avoir un T0, pour pouvoir ensuite comparer avec ce qu'on aurait pu mettre en place. Et donc, on disait tout à l'heure qu'on a fait en 15 ans énormément de choses. Il a fallu évidemment prioriser nos actions et donc ça n'a pas été la priorité que d'essayer de comprendre quelles étaient les consommations par rapport au kilomètre, etc. On a eu aussi pas mal de déboires parce que les logiciels qu'on avait choisis n'étaient pas forcément les plus pertinents. En tout cas, ils ne nous donnaient pas les données qu'on avait besoin. Il fallait aussi que nous, on s'approprie le système pour qu'on le rende de plus en plus performant. Donc aujourd'hui, on a des informations plutôt fiables. On sait exactement, on a pas mal d'informations. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de partir avec un T0 et essayer ensuite de réduire encore les effets de gaz à effet de serre à notre niveau. D'accord. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est plutôt pas mal, sans prétention de ma part. Mais à la base, et j'aime bien dire ça, le transport collectif, il contribue déjà à la réduction des gaz à effet de serre. Donc voilà, on va un peu plus loin, on a cette volonté-là. Ensuite, on a eu d'autres actions puisqu'on a, comment dirais-je, on a acheté une dizaine de véhicules électriques. D'accord. Et c'est des véhicules électriques qui permettent aux conducteurs d'aller prendre leur prise de service en bout de ligne. Donc, c'était assez bien calibré puisque c'est des véhicules qui, globalement, servent le matin, le midi et le soir. Et donc, le reste du temps, ils sont chargés en photovoltaïque, etc. Donc, c'était plutôt vertueux. C'est des véhicules de quel type? C'est des petits des minibus? Oui, en fait, c'est des véhicules particuliers. En fait, on a 10 véhicules Citroën Berlingo, 5 places, et on a 4 ou 5 véhicules de 7 places, des NV200 de chez Nissan, 7 places.
Mais ça, c'est pour le transport de passagers ou Non, c'est pour en interne. C'est juste pour que, en fait, les prises de service, donc les conducteurs, par exemple, qui arrivent au CHU, Ah, d'accord. Je comprends. ils laissent le véhicule au CHU. Ceux qui font l'après-midi, ben, ils vont au CHU avec les véhicules électriques. Ouais. Et ceux qui étaient au CHU, qui étaient du matin, ils Ils vont. reviennent avec, d'accord. Donc là-dessus, on a fait. Alors bon, il n'y a pas de petite économie, mais ça a quand même été intéressant, puisqu'à l'époque, on les faisait avec des véhicules thermiques. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, on les fait avec des véhicules électriques. Et c'est pertinent, puisqu'on n'a pas besoin d'une autonomie énorme, puisque les véhicules, globalement, sont en charge le reste du temps. Et tu les recharges avec des panneaux solaires, tu dis? Alors, il y a eu des ombrières avec des panneaux qui ont été installés. D'accord. Alors, je ne sais plus parce que ça remonte déjà un certain temps, mais il y en a 2 avec stockage et une sans stockage. Mais globalement, on arrive à alimenter ces véhicules-là avec des panneaux solaires. D'accord, ok. Ok, intéressant. Du coup, ça me donne envie de continuer justement sur la thématique un peu de l'innovation. Là, tu parles d'électrique. Tu parlais tout à l'heure de transport maritime. On voit des... Alors moi, j'étais en Italie cet été et j'ai pris un bateau sur des foils pour aller sur une petite île qui transportait, je sais pas, au moins 100 personnes. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, mais ça serait génial d'avoir un bateau avec des foils ici, faire Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre ou... Oui, j'ai envie de dire que tu anticipes un peu nos futurs projets. Ok. On en a énormément. Mais effectivement, on est en train de travailler sur une solution qui permettrait effectivement d'avoir des bateaux qui consomment beaucoup moins, qui seraient hyper rapides, puisque là, on parle de bateaux qui pourraient faire 50 nœuds, ce qui est énorme, dans des conditions de stabilité assez remarquables, qui seraient pertinents parce que on pourrait plus facilement les optimiser en termes d'exploitation, puisqu'ils peuvent être assez rapides. La difficulté, c'est que c'est des bateaux qui sont assez coûteux, ne pas dire très coûteux, puisque à la base, ce type de bateaux ont été conçus pour aller faire des réparations en mer sur les plateformes offshore ou sur les éoliennes. Et globalement, les personnes qui les achètent, c'est des gens qui ont les moyens, enfin qui se disent qu'il est préférable que la traversée se fasse en 2 heures plutôt qu'ils payent 4 heures déjà assis dans un bateau. Donc on est assez loin de cette configuration-là. Et puis je pense que pour envisager ça, il faudrait déjà avoir réussi à convaincre les élus de la nécessité de ce type d'investissement, puisque c'est vrai que c'est un investissement énorme, mais je pense qu'on gagnerait à terme. On n'a pas idée, et bon, j'ai essayé de trouver ces genres d'informations que je n'ai pas pu avoir, mais globalement, des personnes qui sont dans des véhicules qui sont en stress permanent, entre freiner, accélérer, etc., à longueur de journée, pendant 2 heures dans l'embouteillage le matin et le soir, c'est des personnes qui globalement perdent au moins 2 heures de sommeil. Et donc, je pense qu'en termes de coût, il ne faut pas avoir un coût d'investissement important. Il faut voir ce que ça peut apporter en parallèle à la société, puisque bon... plus il y a des gens malades, mais plus évidemment on casque. Donc, je pense qu'on est encore très très loin d'arriver à faire passer cette idée-là, mais je suis intimement convaincu que c'est les solutions de demain. Ouais, d'accord. Parce qu'un bateau comme ça coûte combien de fois plus cher qu'un bateau classique? Je ne m'hasarderai pas à donner de prix parce que bon, je ne maîtrise pas suffisamment, mais en tout cas, c'est très cher. C'est très cher. Mais bon, honnêtement, on a des problématiques. Enfin bon, non, je ne veux pas trop parler de ça, c'est encore trop. Non, ouais, d'accord. Trop sensible. Okay. Mais bon, je pense que ce n'est pas le coût qui devrait arrêter. Le coût, enfin, les politiques publiques, en fait, mettent de l'argent dans des sujets. C'est leur rôle en fait, de mettre de l'argent pour que les gens se sentent bien, que les citoyens en aient pour leur argent. Il faut juste arriver à démontrer la pertinence de ça, parce que c'est pas évident. Et même, j'en parle comme si c'était gagné, mais en supposant qu'eux, ils jouent le jeu, il faudrait que le public veuille jouer le jeu aussi, parce qu'aujourd'hui, on a une idée assez négative de la mobilité maritime. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des expériences maritimes qui ont été pas bonnes. On avait des bateaux il y a 20 ans qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, qui sont plutôt stabilisés. Ceux qui sont à venir seront encore plus performants. Et je pense que ça peut être plutôt sympa d'aller travailler de Saint-François à Pointe-à-Pitre en passant par... en faisant, comment dirais-je, une espèce d'excursion le long des côtes. Je pense que ça peut avoir beaucoup plus d'intérêt que d'être dans des véhicules, chacun dans son véhicule.
Voilà, donc il y a à faire des avancées au niveau des élus pour qu'ils comprennent que c'est à eux d'anticiper et d'aller dans ces directions-là. Et puis, je pense qu'il y a aussi un travail à faire auprès des usagers pour faire découvrir l'intérêt du maritime. C'est pas une lubie. Enfin, il y a des endroits où les gens vont travailler en bateau et ils sont super contents. Enfin, et ça, c'est reposant. Bon, et les fois où il pleut, ça l'est peut-être un peu moins. Mais je pense que c'est de vraies alternatives. Et de toute façon, même si on ne les met pas en œuvre par anticipation maintenant, il va arriver un moment où de toute façon, ce sera quasiment la seule alternative. Oui, parce que là, les alternatives dont on parle, c'est de faire... il y a le TCSP dont il est question, faire un transport... Oui. Alors, le TCSP, c'est sûr que c'est une très très bonne idée qui, de mon point de vue, arrive un peu tardivement. Et j'ai envie de dire, avant le transport lui-même, puisque bon, là, on parle le TCSP, donc le transport en commun en site propre. Ce qui était important, à mon avis, c'était déjà de réserver des voies. Et bon, malheureusement, il y a eu plein d'infrastructures qui ont été renouvelées, qui ont été améliorées, mais on n'a jamais vraiment pensé, anticipé à laisser le foncier qu'il fallait. Aujourd'hui, je pense que personne n'est mûr pour qu'on puisse dire sur 3 voies, on en prend une pour le transport collectif. Je pense que tous ceux qui feront ça risquent de ne pas être élus. Mais là encore, on n'aura pas d'alternative. Enfin, on refuse de le faire aujourd'hui parce que c'est pas mûr. Dans 10 ans ou dans 15 ans, de toute façon, il n'y aura pas d'autre alternative. Le jour où tout le monde se voit sa voiture et que personne ne pourra avancer, il va bien falloir trouver des solutions. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas anticipé, contrairement à la Martinique qui a quand même anticipé largement ça. Donc, c'est un excellent outil. Je pense qu'il faut le mettre en œuvre rapidement parce qu'après, il sera tout tard. Enfin, une fois de plus, le foncier n'est pas extensible. Et donc, plus on va tarder, plus ça va être coûteux, plus il va falloir faire des espèces de viaducs comme en Martinique, avec des sommes astronomiques, et sans pour autant forcément, comment dirais-je, trouver toutes les solutions non plus. Ça va être qu'une des alternatives. Tu avais entendu parler de ce projet de téléphérique ? Oui, j'avais entendu parler d'un projet comme celui-là qui consistait, me semble-t-il, prendre des gens au vélodrome de Gourdeliane pour les emmener à Jarry, en passant par-dessus le rond-point d'Esclande. Oui. Là aussi, c'est pareil, c'est une alternative intéressante. C'est pertinent, mais là encore, il faut, comment dirais-je, enfin, il faut réserver le foncier, quoi. Ouais. Parce que bon, après... il y en a moins à réserver, mais il y en a quand même. C'est ça. C'est clair que là, c'est une des solutions beaucoup plus intéressantes que les TCSP. Mais j'en entends plus parler, alors je sais pas. Alors je suis moins dans les petits papiers de ces choses. Oui, mais je sais pas si c'était un projet qui était vraiment déjà avancé. Je pense que c'était un projet qui existait, mais je n'ai pas l'impression qu'il a beaucoup avancé. Mais bon, je pense que ça aussi, c'est une alternative. Le problème, c'est que ça ne remplace pas les bus, enfin, en termes de capacité en tout cas, parce que bon, il y a des cabines. Ah oui, ça a moins de débit, quoi. Ça a moins de débit. Après bon, on multiplie les cabines, on multiplie les fréquences, etc. Mais ça reste quand même assez limité en termes de cabines, quoi. Ouais, d'accord. Mais pour l'avoir vu fonctionner à La Réunion, c'est vraiment très pertinent. C'est vraiment très pertinent, surtout dans le cas de La Réunion où en fait, ils l'utilisent en rabattement sur les lignes urbaines, quoi. En fait, ils prennent les gens dans les montagnes, ils les descendent pour suivre le réseau. Ouais, c'est parfait. Donc, ça évite aux véhicules de transport en commun de monter dans ce qu'ils appellent les hauts. Et donc, ça permet de rabattre en fait la clientèle, les usagers sur le réseau structurant. Et c'est clair que la disponibilité et l'efficacité d'un réseau de transport quand on arrive dans un endroit, c'est directement relié à au niveau, on va dire, de confort et on va dire même d'avancement. Le sentiment qu'on a dans un pays quand on arrive et que typiquement on peut faire je suis arrivé à Montpellier, la modalité est hallucinante. Oui. Et je pense que effectivement en Guadeloupe on a encore beaucoup de marge de manœuvre. Oui, clairement. On a beaucoup de marge de manœuvre. On a aussi on a la chance en fait d'avoir l'expérience des autres. Et donc on devrait pouvoir mieux faire. Là par exemple, on a des vélos qui ont été mis sur l'agglomération.
j'ai le sentiment qu'ils ont été posés sans lier avec la mobilité, etc. Et donc, pour l'usager, c'est super compliqué parce qu'il ne s'agit pas d'avoir l'outil. Il faut que pour lui, tout soit facile. Il faut que ce soit fluide. Il faut qu'il y ait une desserte sans couture. Et en fait, il ne s'agit pas d'adjoindre des mobilités les unes à côté des autres. Il faut vraiment offrir un service complet. Il faut que les applications soient capables, que quelqu'un qui arrive, il a besoin d'aller de tel endroit à tel endroit, qu'il sache qu'il peut le faire en toute quiétude. Et là encore, on a l'exemple de la ligne qui dessert l'aéroport. Aujourd'hui, on a des touristes qui débarquent et qui vont à Saint-François parce que sur l'application, on leur dit, voilà, le bus va arriver là, ils pourront prendre une correspondance à tel endroit et se rendre à Saint-François pour un prix plus que raisonnable. Chose qui n'était pas envisageable il y a quelques années. Qui n'était pas envisageable il y a quelques années, mais ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est qu'en théorie, la même chose est faisable si on veut aller à des... En théorie. Dans la pratique, c'est que la personne débarque, elle ne sait pas où est-ce qu'elle a le droit à descendre pour faire la correspondance, quel bus va pouvoir l'emmener à des... En fait, concrètement, en dehors du réseau Carolis, après, il faut aller fouiller sur Facebook et compagnie. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il est, à mon avis, pertinent. Et de toute façon, c'était une des idées, je ne sais pas les raisons pour lesquelles elle n'avance pas, mais quand on a une autorité organisatrice unique, c'est le genre d'outils qui permettent d'avoir une visibilité claire. Aujourd'hui, le réseau régional a été mis en place il y a à peu près 2 ans. Et je considère, pour ma part, qu'il ne fonctionne pas trop mal, mais il n'y a aucune visibilité du réseau. Les gens ne savent pas qu'il existe, il n'y a pas de couleur du réseau, et il n'y a aucune coordination entre le réseau régional et le réseau Carolis ou le réseau... Et donc, c'est là où ça pose problème, c'est que les gens ont le sentiment qu'il n'y a rien qui se fait ou que rien ne fonctionne, alors que les choses fonctionnent. Mais malheureusement, elles ne sont pas connues. Il n'y a pas de communication. Et donc, les gens qui l'utilisent au quotidien, eux, ils savent. Mais les personnes qui débarquent sur l'île, elles sont incapables de se projeter. Et c'est pour ça que je prends l'exemple de Saint-François, parce qu'en réalité, on ne fait pas plus de choses que les autres. La seule différence, c'est qu'on a une application. La personne, avant de partir déjà, elle sait que son avion arrive à telle heure, que le bus arrive à telle heure, et qu'elle sera à Saint-François à telle heure. Mais la même chose est faisable. Nous, on a une ligne qui fait Jarry par Alliance. Récupérer ensuite des bus qui vont à Sainte-Rose, c'est facile. Mais il faut qu'ils le sachent. Aujourd'hui, il n'y a aucun outil, il n'y a aucun moyen pour un touriste ou pour quelqu'un qui vient de savoir comment le faire. Qui peut décider ou prendre la main là-dessus, vu que il y a chaque collectivité, communauté d'agglo le SMT. Moi, je dirais que pour être conforme à la législation, c'est la région qui devrait piloter ça, parce que c'est les chefs de file de la mobilité, donc c'est à elle de mettre ça en œuvre. Mais de toute façon, même si elle le met en œuvre, il faut qu'elle le coordonne avec les autres autorités organisatrices. Donc c'est pour ça que l'idée d'avoir une autorité unique est loin d'être aberrante. En fait, il faudrait qu'il y ait une personne qui décide de comment on fait. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a encore beaucoup à faire en matière de transport, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites, sauf qu'il n'y a pas de communication là-dessus. Il n'y a pas des éléments qui permettent de montrer que c'est pertinent. Et donc, tout le monde se débrouille. Ceux qui connaissent, mais ceux qui ne savent pas, mais ils ne savent pas. Ben non, c'est ça, exactement. Il faut connaître. C'est effectivement. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, on manque de données également sur les transports de par cette même problématique. Absolument. Là aussi, c'est pareil. On manque beaucoup de données. Mais là aussi, c'est parce que les moyens ne sont pas les mêmes partout. On a des réseaux sur lesquels il n'y a aucun système billettique, donc on n'a aucune remontée de données. Et donc, ce n'est pas très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a, nous, l'obligation, et j'ai envie de dire tout le monde, on a l'obligation de déposer sur une plateforme nationale les données qu'on collecte. Donc, elles sont ouvertes à tout le monde, d'ailleurs. Mais quand on a besoin de faire des études ou on a besoin d'extrapoler, on n'a pas les données de certains réseaux et pour cause, ils n'ont pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, sur le réseau régional, on en est encore à l'étiquette papier. Et donc, traiter de la donnée sur l'étiquette papier, c'est hyper compliqué, c'est hyper chronophage. Et j'ai envie de dire, si on doit faire ça, on prend 2 personnes que pour ça. On n'est pas payé pour payer 2 personnes pour faire ça. Donc, je pense qu'il y a urgence à coordonner les moyens
Et c'est essentiel pour le développement du territoire, essentiel pour le développement de la mobilité, puisque plus on maîtrise comment on appelle ça, les origines-destinations des gens, et plus on peut offrir un service pertinent. Ouais, complètement. D'ailleurs, j'allais te demander, toi, maintenant que vous avez une branche, une entreprise dédiée là-dedans, Transdatalog, c'est ça? Translog Data. Translog Data. Vous avez des retours d'expérience sur vos chiffres? Vous optimisez vos transports avec ça? Oui, complètement. Ouais. Complètement. Oui, c'est le but. D'accord. C'est le but de cette structure-là, en fait. Ok. Et c'est là où je suis plutôt content, c'est que aujourd'hui, on commence à internaliser des compétences qu'on n'avait pas. Quand je parlais des consultants qui nous sont venus nous aider, c'est essentiellement sur ça qu'ils nous ont aidés. On ne connaissait absolument rien. Il a fallu extrapoler, mais on s'est basé sur leur expérience, etc. Alors qu'aujourd'hui, on a les données et on a des collaborateurs compétents qui sont capables de faire parler les données, oui. Excellent. Mais en fait, c'est super inspirant parce que finalement, tu as de la création d'emplois, de la création de compétences sur le territoire. C'est toute une filière en fait qui se met en place. C'est ça. Et ça fait partie aussi un peu de notre ADN en fait. Quand on dit que on veut faire la mobilité pour que tout le monde se retrouve et que tout le monde soit bien, c'est aussi comment dirais-je, porter nos collaborateurs le plus loin aussi et capitaliser sur leurs compétences. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt content. Quand on a commencé le réseau, on avait du mal à même débaucher des personnes en métropole. Aujourd'hui, on arrive à avoir des conducteurs qui laissent tout là-bas pour venir travailler chez nous parce qu'ils considèrent que, je ne sais pas si c'est bon, mais en tout cas, de tout ce qu'il y a, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Et donc, oui, l'objectif, c'est de faire grandir les collaborateurs, de les faire monter en compétences et être toujours dans l'anticipation. Aujourd'hui, nos personnels de maintenance, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'ils pourront intervenir demain sur des véhicules électriques, sur des véhicules, qu'on appelle ça encore, hydrogène, etc. On a un projet de centre de maintenance, on anticipe déjà les installations techniques qui seront nécessaires pour ce type de véhicule dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais quand on investit dans un immeuble, on investit pour au moins 50 ou 60 ans. Donc, on essaie d'anticiper au maximum et la volonté, c'est d'amener avec nous les collaborateurs le plus loin possible. Est-ce que tu t'intéresses, j'imagine, à la formation des jeunes qui viennent pour répondre aux besoins que tu peux avoir spécifiques ou pas encore Alors, pour être très clair et très direct, on a signé une convention avec le lycée de Capesterre, qui est le lycée des métiers de l'automobile. D'accord. Donc, on en a régulièrement qui viennent se former chez nous. On a même les enseignants du lycée en question qui viennent aussi voir comment on est installé, comment on fonctionne. Et là encore, c'est pareil. En fait, la volonté, c'est de ne pas garder pour soi tout ce qu'on emmagasine, mais c'est aussi de repartager, de redistribuer de façon à ce que nos jeunes sachent qu'il y a des opportunités, qu'il y a des possibilités de faire des choses et surtout de se positionner dans les métiers de demain, quoi. Ouais, c'est super. On a besoin de ça parce que c'est vrai que y a beaucoup de jeunes qui partent étudier et qui ne reviennent pas parce qu'ils ne trouvent. Ils pensent qu'il n'y aura pas forcément de travail pour eux ici. Alors, je pense que, pour être tout à fait honnête, il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Hein. Mais je pense que oui, il y a de vraies opportunités. Et ce que je dis anticiper aujourd'hui, ce sera le quotidien de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on sait que de toute façon, on aura besoin de ces compétences-là. Mais ça va être le cas demain pour tout le monde. On parle de véhicules électriques qui doivent remplacer les véhicules thermiques. Il y aura des besoins par rapport à la maintenance des véhicules électriques. Donc, c'est la suite logique des choses, quoi. Ouais. Le truc, c'est que nous, on n'attend pas que ça arrive pour pouvoir l'anticiper. La difficulté qu'on a, c'est que on est, nous, délégataires de services. Et donc, si les élus ne donnent pas le là, ben, nous, on est obligé d'attendre. Mais c'est pas quand ils vont dire « OK, on met des véhicules à hydrogène » qu'on va devoir se poser la question de comment on fait la maintenance, quoi. D'ailleurs, sur l'hydrogène, vous êtes sur de l'expérimentation déjà là-dessus ou quelles sont les avancées? Oui, on a quelques projets en cours, mais je préfère ne pas trop en dire pour le moment. D'accord, ok. C'est dans les tuyaux, comme on dit. Ok, ça marche très bien. Si on voulait se projeter maintenant un peu dans le futur, soit réalité augmentée ou science-fiction,
À quoi pourrait ressembler la Guadeloupe d'ici 20 ans, disons, si on a bien joué, mais vraiment bien joué toutes nos cartes? Au niveau des transports, à quoi elle pourrait ressembler? Alors, j'ai envie de dire que dans un monde idéal, on aurait des couloirs de bus partout, avec des véhicules et une fréquence adaptée. Et quand je dis adapté, c'est vraiment adapté parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde est persuadé qu'on peut faire du Carolis partout. Or, Carolis est faisable dans un réseau dense, mais le besoin, enfin, l'offre qu'on met en place sur Pointe-à-Pitre ou sur les Abîmes, c'est pas la même offre qui est nécessaire au Moule ou à Anse-Bertrand. Donc, il faut déjà que les gens aient conscience que on n'aura jamais un niveau de fréquentation comme celui de Carolis partout, parce que ça ne répond pas à la demande en réalité, mais c'est que dans l'esprit des gens, c'est ce qu'il faut mettre partout. Alors qu'en réalité, plus les territoires sont excentrés, moins s'il y a de la population qui y vit, et moins la fréquentation va être importante. C'est évident, mathématique, et puis c'est une question de coût aussi. Donc, il y a cette espèce de prise de conscience qu'il faut faire. Mais ça suppose qu'effectivement, même si ils ont un bus le matin, un bus le soir, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient réguliers. Enfin voilà, donc il y a tout un ensemble de choses à mettre en place. Et donc, pour revenir à la question initiale, je pense qu'il y a des solutions qui existent. Il faudrait déjà qu'on puisse faire passer cette idée-là, qu'il n'y aura pas le même transport pour tout le monde. Et puis, je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui qui commencent à émerger, notamment le covoiturage, qui commence à marcher pas trop mal. Même si on est encore dans le flux de véhicules. Donc, oui, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent exister, mais il faut qu'elles soient cadrées. Et puis, il faut surtout qu'on récupère une partie du foncier de la route. Ouais, il n'y a pas d'autre solution pour moi, alors ça va être très compliqué. Mais je pense qu'on y viendra. Au début, quand la volonté était de sortir les véhicules de Paris, personne n'y croyait. Aujourd'hui, aller à Paris avec un véhicule, c'est la croix et la bannière. Et donc, petit à petit, ils y arrivent. Là, ils réduisent sur le périph' la vitesse à 50. Et je pense que d'ici une dizaine d'années, tout le monde va abandonner sa voiture et va aller en transport collectif. Donc, ça va être très long. Mais je pense que nous, n'ayant pas de foncier, il va falloir qu'on arrive à des solutions où, en fait, on partage les infrastructures qu'on a avec le transport collectif. D'accord. Donc, je sais que c'est la révolution, je sais que personne n'y croit aujourd'hui. Même moi, honnêtement, il y a en tout cas aujourd'hui des situations dans lesquelles on ne peut pas se passer des véhicules particuliers. Mais il faut essayer d'amener ceux qui peuvent s'en passer à s'en passer le plus possible. Et est-ce que tu penses qu'on peut imaginer qu'une innovation technologique pourrait nous permettre de passer outre? J'ai vu... je ne sais pas si tu as vu des bus sur rail. Suspendus? Ouais, non pas suspendus, mais un genre d'arc. Et les voitures passent en dessous, puis tu as 2 rails de chaque côté, quoi. Oui, j'ai vu ça, mais bon, ça j'y crois pas beaucoup. Autant je pense que les trains suspendus, ça se Suspendus? Ah ouais. Oui, en fait, c'est le même principe. Hein. Là, en fait, on fait les véhicules monter, les larges montent, les passent loin de la route au-dessus des véhicules. Ah oui. Ça, technologiquement, ça me paraît un peu compliqué. Maintenant, des solutions qui rejoignent un peu les câbles. Hein. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser le moins de foncier possible. Ouais. Donc, de faire monter des poteaux sur une surface assez restreinte. Ouais. Et ensuite, faire une espèce de train sur rail, mais de façon qui passe au-dessus de tout le monde. Ça me paraît plus envisageable. Maintenant, technologiquement et techniquement, dans une situation sismique un peu compliquée, c'est pas, à mon avis, forcément la meilleure des solutions. Mais oui, des solutions qui permettent de passer par les airs, en tout cas au-dessus du flux du véhicule, oui, c'est des solutions intéressantes, en tout cas assez pertinentes. Ouais, d'accord. Pour l'instant, c'est pas forcément faisable encore technologiquement ou trop. Je suis pas spécialiste, hein, mais je pense que bon, on nous parle de failles géologiques, etc. Aller nous mettre des trucs comme ça en permanence, je suis pas sûr que ce sera très pertinent, mais c'est des solutions en tout cas qui ont déjà été testées, qui sont ailleurs dans le monde et qui fonctionnent, quoi. Okay. Mais je pense qu'il y a un moment, de toute façon, c'est des solutions comme ça qui vont rester, puisqu'on ne pourra pas
on ne pourra pas multiplier le foncier. En fait, on est sur une île, elle est restreinte et on doit rester restreinte. On voit déjà élargir les routes sur certains endroits, c'est compliqué. C'est déjà compliqué, oui. Bien. Mais même le projet qui est en cours, là, donc le projet Katie, bon, on envisage d'en faire par plusieurs morceaux, etc. Mais enfin, d'ici à ce qu'il soit réalisé, d'ici à ce qu'on puisse, comment dirais-je, déplacer des personnes qui sont sur les secteurs ou les portions où il faut les déplacer, enfin, on est parti pour une dizaine d'années, si ce n'est pas une quinzaine d'années, quoi. Après, il faut bien commencer. Hein. Bon, Oui, ouais. oui. Mais c'est là où je dis que peut-être d'autres solutions peuvent être pertinentes aussi. Ouais. Ouais. Pas bon. Ok, intéressant. Les perspectives, vos perspectives proches pour le groupe STEP, qu'est-ce qui est Là, les prochains enjeux, en tout cas, je pense que seront maritimes. Pour plusieurs raisons. Je l'ai déjà un peu exposé. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes de cabotage sur notre île pour désengorger un peu les routes. Et puis, je pense aussi qu'on est dans un espace caribéen qui mérite d'être reconnecté. Et donc, on a l'ambition aussi d'offrir des alternatives à l'aérien. Alors bon, c'est pas des lignes régulières forcément, mais c'est de permettre aux Caribéens de pouvoir échanger. Surtout que bon, sur la Caraïbe, il y a un gros projet de hub avec de gros bateaux pour desservir les îles entre elles. Et donc l'idée, ce serait nous juste de venir rapprocher sur les hubs en question pour ensuite ouvrir des perspectives de découverte des îles environnantes. Bon, ça, c'est un projet qui est un peu à moyen terme, mais qui me paraît pertinent aussi. Alors, faut pas... on n'est pas dans une concurrence avec l'avion. En tout cas, ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais c'est d'offrir d'autres alternatives et surtout aussi offrir aux Guadeloupéens des possibilités de découverte de leur environnement proche. Exactement. Je suis content que tu en parles parce que je voulais te poser la question et j'allais oublier. Mais effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque ici quand on ne peut pas aller à Antigua, par exemple. Oui, c'est ça. Alors qu'en Martinique, il y a une desserte 3 fois par semaine pour Sainte-Lucie, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que c'est possible. Alors moi, j'étais un peu inquiet parce que je me disais, il y a quand même des problématiques de douane, des problématiques de police à les frontières, etc. Mais quand on regarde ce qui se passe un peu autour, on se rend compte que finalement, il suffit de vouloir. Enfin, c'est finalement pas si compliqué. Il y a des choses à mettre en œuvre. Il faut évidemment que la douane et la police puissent faire leur travail, etc. Mais c'est les mêmes contraintes que quand on prend l'avion et qu'on... Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse se tourner vers notre environnement proche. Et je pense que c'est une nécessité pour nos jeunes notamment, puisque bon, aujourd'hui, ils ont tendance à aller au Canada, à Dubaï ou ailleurs, mais il y a des perspectives intéressantes dans la région, quoi. Ouais, complètement. Ok, super. Et perspectives plus long terme ? Plus long terme, on a pas mal d'idées. Donc, on a effectivement des idées notamment sur les cabines téléphériques. Ah d'accord, ok. Dans nos délires, on s'était un peu intéressé aux drones. Oui, bon. Je me posais la question en termes d'innovation, ça aussi. Oui. Mais bon, là, c'est un peu moins notre cœur de métier. En fait, on avait... à la base, sur les îles, notamment les Saintes, il y a des problématiques comment dirais-je, d'urgence, notamment de prélèvements qui sont faits chez les personnes, etc., et qui doivent être livrés dans les laboratoires, etc. Donc, on avait commencé un peu à réfléchir à des idées un peu folles comme ça pour répondre à ces besoins un peu spécifiques. Mais bon, là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et puis, là, pour le coup, on ne maîtrise vraiment pas ça. Et je pense que d'ici là, il y en aura probablement d'autres qui vont y penser. Mais c'est pour dire qu'on n'arrête pas, on s'autorise à rêver en fait. Ouais. On n'arrête pas notre imagination, on essaie de comprendre les enjeux, on essaie de se mettre dans une position plutôt de répondre à des problématiques ponctuelles plutôt que de faire de la masse sur des destinations régulières. Enfin, alors je ne sais pas si on va tenir, mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que on a d'abord mis en place des solutions de masse et très intéressantes. Et puis, à côté de ça, maintenant, se développent d'autres petites niches, d'autres besoins qui ne peuvent pas être, auxquels on ne peut pas répondre avec les moyens d'aujourd'hui. Donc, notre idée à nous, c'est vraiment d'essayer de comprendre le marché
et de porter des solutions innovantes avec la difficulté qu'on est un peu, je pense, avant-gardiste et donc convaincre notamment les collectivités et les élus de la pertinence de nos solutions, c'est pas gagné, mais on y croit et donc on y travaille. Génial, super, c'est bien de pousser dans cette direction. Dernière petite question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes Guadeloupéens, Guadeloupéennes qui se lancent dans la vie active et qui potentiellement pourraient vouloir monter leur entreprise? Je leur dirais d'y croire de plus en plus. Moi, quand je suis parti, en tout cas, les choses n'étaient pas aussi simples qu'aujourd'hui. Alors pour eux, évidemment, c'est très compliqué. Mais en fait, ce qu'on appelle la mondialisation aide beaucoup finalement à pouvoir se projeter sur énormément de choses tout en restant chez soi. Alors, il y a de vrais handicaps à rester, mais finalement, les outils qui existent aujourd'hui permettent de garder l'espoir et il y aura de plus en plus de besoins, il y aura de plus en plus besoin de compétences. Et donc, c'est des compétences qu'on pourra mobiliser sur notre territoire, pour notre territoire, et sans pour autant être exclu du monde. D'accord. Donc, en fait, ça passe par la formation, la montée en compétences. Ça passe par la formation. Nous, on y croit. On a aussi une filiale qui est censée faire de la formation sur la mobilité. Donc, on croit fort à la formation, à la gestion provisionnelle des emplois. Et ça, on a besoin de nos jeunes. On a besoin dans les différents métiers qui sont les nôtres, en tout cas, puisque aujourd'hui, sur le groupe, on a environ 35 métiers différents. Parce que les gens voient passer des bus et ils s'imaginent que c'est juste un bus et un conducteur. Ouais. Sauf que derrière, il y a des personnes qui sont derrière les écrans, qui suivent les véhicules, qui appellent le conducteur pour lui dire comment ça se fait qu'il n'est pas parti. Il y a toutes les personnes qui utilisent les données pour pouvoir optimiser les COQ et les horaires, tout en tenant compte des heures de sortie des établissements, etc. Enfin, il y a tout un monde autour et on a besoin énormément de compétences comme celle-là. Et même dans le traitement des données, aujourd'hui, je suis assez content de ce qu'on fait. Je pense que plus on va affiner, plus ce sera nécessaire. Et donc, je pense qu'à terme, pas seulement à notre niveau, hein, mais tout ce qu'on appelle data scientist, etc., c'est des besoins qu'on aura parce qu'il sera de plus en plus nécessaire de connaître le fonctionnement de notre territoire. Ouais. Aujourd'hui encore, on se base sur des enquêtes ménage-déplacement. C'est très bien. Mais ce n'est pas aussi pertinent que des données remontées de téléphones ou de véhicules qui circulent. Complètement, ok. Donc s'intéresser aussi à la technologie et aux nouvelles... Ça me paraît essentiel. Ouais. Ok, excellent. Eh bien écoute, Gilles, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Écoute, je te remercie également, c'est passionnant. Donc, si j'ai pu contribuer à un peu communiquer ma passion, je serais très très content. Je pense que oui, je pense que les spectateurs, auditeurs ont appris beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un lien, des liens vers ton entreprise ou vers des choses que tu voudrais mettre ou autres que tu aimerais mettre en avant, qu'on communique? Écoute, je te reviendrai là-dessus. Ouais. Parce que j'ai pas ça en tête. En fait, l'équipe de communication, qui eux aussi sont super actifs et super dynamiques, pourront te dire ça bien mieux que moi. Bon, et ben... Honnêtement, moi, je commence à te peu dépasser ma vie de fan. On peut pas tout faire. Je te mettrai en contact avec eux, ils te diront Instagram, machin, enfin, tout ce qui va bien. Enfin. Ouais, pour que les gens puissent aller voir et s'intéresser. Excellent, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Régénération Caraïbes, le podcast.